Bonjour à tous. Alors déjà, est-ce que tout le monde m'entend même au fond ou... Ouais, c'est bon. Ok, bah merci en tout cas d'être venus aussi nombreux pour cette présentation sur la construction du prix de vente et de la marge commerciale. Clément Grenier, moi je suis expert comptable. Je suis venu vous présenter ces sujets. L'idée, c'est pas de rentrer dans les détails, c'est surtout de rappeler en fait les grandes lignes, les grandes notions de toutes les questions qu'il faut se poser quand on se lance dans l'entrepreneuriat, qu'on y est déjà, hein, pour avancer sur son prix de vente. Il y aura donc un petit préambule, surtout avec un rappel de quelques notions financières, pour être sûr qu'on parle bien de la même chose, notamment parce que dans le domaine financier, on a des fois des définitions qui peuvent varier selon les usages. On parlera ensuite du prix de revient, puisque pour arriver à son prix de vente, il va d'abord falloir déterminer son prix de revient, en abordant deux grandes notions que sont le taux horaire et le taux de marge. On verra ensuite comment on passe du prix de revient au prix de vente. Et ensuite comment il va falloir contrôler et suivre son activité dans le temps. Donc la présentation, il y a 45 minutes. Je vais essayer de faire un peu plus court. Comme ça, si vous avez quelques questions à l'issue de la présentation, vous pourrez me les poser sans souci. Puis je resterai un peu dans le coin aussi. Sachant que les vidéos seront disponibles en replay après le salon. Donc vous aurez tout le loisir de les visionner et l'atelier est également présenté demain matin. Donc le prix de vente, qu'est-ce que c'est ? Le prix de vente, c'est un prix qu'il va falloir déterminer pour être sûr qu'on couvre nos charges, qu'on couvre notre besoin de financement et qu'on arrive à dégager un résultat satisfaisant. Donc bien sûr, l'approche va être différente selon votre activité. Si vous êtes dans de la production, dans l'industrie, si vous vendez des heures de production, donc là si vous êtes plutôt un prestataire de service, ou alors si vous faites les deux, par exemple un garage qui vendrait des véhicules ou qui en répare. Vous n'allez pas avoir la même approche. Pour cela, il va falloir en fait s'intéresser à plusieurs choses. Votre marché, indispensable. La qualité de votre prestation et de votre offre, donc c'est-à-dire aussi comment vous voulez vous positionner. Qu'est-ce que vous voulez être sur le marché ? Est-ce que vous allez sur du haut de gamme, sur de l'entrée de gamme ? Voilà, donc c'est toutes les questions qu'il va falloir se poser et qui vont amener à la construction de ce prix de vente. Et bien sûr, ce que fait la concurrence, surtout maintenant en fait avec on va dire Internet, on a assez rapidement accès à des études de marché, à de ce que fait la concurrence, à ce que vont être les taux, par exemple, de marge qui vont être pratiqués dans certaines professions. Mais tout ça, bien sûr, il faudra l'ajuster en fonction de vous, de votre entreprise, de ses contraintes, etc. Quelques notions financières. Donc je suis désolé, moi s'il y en a qui connaissent déjà toutes ces notions, désolé d'avance, mais ça fait toujours pas de mal de faire quelques rappels. Alors le bilan, qu'est-ce que c'est ? Donc là je parle du bilan comptable. Donc là c'est la vision patrimoniale de l'entreprise. Donc vous avez l'actif et vous avez le passif. Donc là en fait ce sont les ressources qui vont être mobilisées pour financer votre actif. Le compte de résultat et le SIG, alors les deux arrivent à présenter en fait les mêmes infos, mais pas sous la même présentation. Donc là, ça va être vraiment la comparaison des produits que va générer votre entreprise et les charges qu'elle va consommer. La différence entre les deux étant le résultat. Donc un bénéfice si vous avez fait plus de produits, un déficit si vous avez plus de charges. Et en fait, la présentation du SIG des fois est privilégiée parce qu'elle fait apparaître en fait la valeur ajoutée ou des notions comme l'EBE qui n'apparaissent pas dans le compte de résultat. Sauf que c'est le compte de résultat qu'on dépose en fait tous les ans avec le bilan. La notion de marge. Alors la marge. Le problème de la marge, c'est que si vous en parlez avec quelqu'un qui fait de la prestation de service, si vous en parlez avec un expert comptable, si vous parlez avec quelqu'un qui fait de la production, du contrôle de gestion, il va pas avoir la même définition. La marge brute, la marge en prix de vente, la marge hors taxe, TTC, de quoi on parle ? Moi là vraiment, je vous parle de la vente ou la production. Moi en fait, le coût d'achat. Et en fait, on ira un peu plus loin après dans le détail de la marge. Mais cette notion de marge avec juste dire marge ne veut pas dire grand chose, donc on y reviendra plus tard.
Sur la partie charge, il y a deux grandes notions, hein, que sont les charges variables et les charges fixes. Donc les charges variables vont évoluer en fonction de votre activité. Donc c'est-à-dire en fonction de votre chiffre d'affaires. Si vous faites plus ou moins d'activité, ces charges-là vont varier dans les mêmes proportions. Par exemple, les coûts de transport, si vous faites moins de chiffre d'affaires, vous aurez moins de coûts de transport. A contrario des charges fixes, par exemple le loyer, vous fassiez plus ou moins de chiffre d'affaires, votre loyer il sera le même. Donc ça, c'est des notions aussi à appréhender. Charge de personnel, donc là c'est marqué salarié et TNS. Donc TNS, c'est le travailleur non salarié. C'est un statut du dirigeant en fait, si vous avez fait des ateliers de création, choix du statut juridique, de savoir si le dirigeant va être salarié ou TNS. Voilà, je rentre pas non plus dans le détail, c'est pas l'objet. Le seuil de rentabilité, donc là c'est le niveau de chiffre d'affaires que vous allez devoir faire pour être rentable. C'est-à-dire qu'il y a certaines entreprises, il va leur falloir 300 jours sur 365 pour être rentable, c'est-à-dire qu'à partir du 308e jour, elles vont dégager des bénéfices. Il y en a, ça va être 200, et il y en a, ça va être 364. La trésorerie nette, donc notion très importante. Faut essayer de sortir un peu de la notion de résultat et de raisonner cash. C'est très important. Donc la trésorerie nette, c'est vraiment votre disponibilité disponible, alors moins vos dettes à court terme. Et donc c'est avec cette trésorerie nette et des notions qui ne sont pas rappelées là, mais comme le besoin en fonds de roulement, que vous allez pouvoir gérer en fait votre entreprise au quotidien. La CAF, idem, notion très importante, la capacité d'autofinancement. Donc là, ce sont les ressources donc financières, la trésorerie, générées par l'activité, qui va permettre à l'entreprise en fait de générer du cash. Donc après, le cash qui va servir à financer des investissements, rembourser ses emprunts, le paiement des dettes, éventuellement des dividendes pour les actionnaires. Donc pareil, une notion clé. Les investissements donc que je disais qui sont financés par la CAF et sinon aussi par du financement bancaire. Donc là, les investissements pour augmenter sa productivité, pour renouveler les entreprises déjà existantes, pour gagner du temps, pour avoir un nouveau process. Voilà ce qu'on entend par investissement. Charge calculée, vous allez peut-être parfois entendre ce terme. C'est notamment ça qui contribue à la différence entre votre résultat comptable et votre trésorerie. Notamment lorsque vous faites des investissements. En comptabilité, ils vont être portés à l'actif. Vous avez décaissé tout le cash pour l'acheter. Par contre, en face, vous n'avez aucune charge comptable la première année, puisque vous allez l'amortir dans le temps. Et donc, ça va jouer sur votre résultat net les années également d'après. Donc, ces charges calculées, il faut les retraiter pour passer du résultat à la trésorerie. Et impact de la TVA, idem, ce sont des sujets à prendre en compte, sans rentrer dans le détail, mais même si la TVA n'a pas d'impact sur le résultat, elle peut avoir de l'impact sur votre cash, sur votre trésorerie, selon quand vous décaissez votre TVA et quand vous la collectez, selon que vous soyez au débit, aux encaissements, etc. Donc c'est des sujets qu'il faut poser. Donc déjà, quand vous avez toutes ces notions, on va dire en tête, et que pour vous, elles sont assez claires, vous allez pouvoir vous poser un peu plus concrètement sur votre cas à vous et vous dire ok, moi c'est ça, mes charges variables c'est ça, mon seuil de rentabilité il est là, ou en tout cas c'est celui-là que je veux atteindre, et c'est comme ça que vous allez pouvoir déterminer votre prix de vente. Savoir déterminer son prix de revient. Donc déjà, le prix de revient, qu'est-ce que c'est? Donc c'est que grâce au prix de revient, en y rajoutant la marge qu'on veut obtenir, on va arriver à notre prix de vente. Donc il est absolument indispensable pour gérer notre rentabilité, être sûr de ne pas vendre à perte puisque c'est illégal, de vendre avec une marge trop faible qui nous mettrait dans une situation où on ne pourrait pas absorber toutes nos charges, ou éviter l'appréhension d'une vente à un prix trop élevé, parce que pareil, si on se trompe dans l'autre sens et qu'on dit mon prix de vente, je veux absolument que ce soit 1000, alors qu'à 800 c'est bon, on sera peut-être hors marché, et ça serait pas bon non plus. Donc voilà un peu comment ça se décompose. Voilà, un visuel c'est toujours bien. On part du coût d'achat, donc le coût d'achat de votre matière. Vous allez avoir des coûts d'approvisionnement cet achat, donc vous aurez le total. Ensuite, si vous le transformez
vous allez avoir un coût de production. Donc là, ça va être tous vos coûts, admettons, usine par exemple. Coût de la distribution, donc là, ça va être les coûts liés on va dire au volet commercial. On rajoute les coûts administratifs et on arrive au prix de revient. Au prix de revient, on dit je veux faire 20% de marge. On rajoute la marge qu'on veut obtenir et on arrive donc à notre prix de vente. Donc si on détaille un peu les items que je viens d'évoquer, donc le coût d'achat, on va avoir donc les matières premières, les consommables, les fournitures, les coûts d'approvisionnement. Donc il faut toujours avoir en tête, là quand vous voyez ces slides-là, il faut essayer après de le retranscrire sur vos propres prévisionnels ou business plans. Voilà, que je sais pas trop qui fait quoi là parmi vous, mais faut que vous ayez ces grandes notions en tête parce que ça va toujours se dérouler comme ça. Il y a des entreprises pour lesquelles ça va être beaucoup plus simple. Il y a des entreprises pour lesquelles ça va être compliqué. Pareil, si on est en production, en service, ça va pas être la même approche forcément, mais les grandes idées seront là. Donc le coût de production, on retrouve le temps utilisé en machine, en hommes, l'utilisation du matériel, l'électricité, l'eau. Donc là, on va plutôt être sur la partie outils industriels et utilisation de l'outil. Le coût de distribution, avec donc là toute la partie logistique, les stocks, la partie emballage, le conditionnement, les coûts de transport, donc tous les frais, on va dire, annexes. Le coût de promotion, donc c'est ce qu'on disait sur la partie des coûts commerciaux avec la communication et les frais liés à la commercialisation. Donc avec tout ce qui est lié en fait à la promotion des ventes et d'éventuelles commissions que vous pourriez verser à des intermédiaires. Coût administratif, donc là c'est parfois plus dur à identifier puisque ça va être des gens qui vont être en dehors de la production mais qui vont passer une partie de leur temps à faire de la production. Donc pareil, il faut essayer d'identifier ça pour bien le prendre dans notre coût pour qu'il soit répercuté en fait dans le prix de vente. Métier de service, idem, c'est ce que je disais, on a toujours une approche à avoir, donc qui est moins compliquée sur la partie production, mais où on va avoir par contre des notions de coût horaire ou journalier qui seront parfois un peu plus poussées. Pareil, de bien identifier quel service est vraiment affecté à la production d'une prestation ou autre, notamment le back-office. Donc pour ça, déterminer le taux horaire. Donc là, ça concerne toutes les entreprises. Indispensable pour déterminer le prix de vente. Comme je le disais, on part de toute façon d'un coût pour arriver à un prix de vente. Déterminer sa marge de manœuvre commerciale selon votre taux horaire et selon le taux horaire que vous arrivez à obtenir. Et donc pour ça, il faut comprendre la structure de ces coûts pour aider dans la prise de décision, d'investissement, de recrutement, de développement. De là au fait où vous voulez placer votre cash disponible pour améliorer votre taux horaire, améliorer votre compétitivité, essayer de diminuer votre taux horaire si vous avez tel investissement qui peut vous permettre de faire des économies d'échelle. Et donc on va analyser la rentabilité de l'entreprise par comparaison avec le taux horaire de vente. Donc là c'est le taux que vous affichez à votre client en disant c'est 80 € de l'heure, c'est 800 € la journée. Voilà un peu l'approche du taux horaire. Donc comment on le calcule? On va recenser l'ensemble des charges d'exploitation de l'entreprise. Et là, donc ça c'est assez simple. Encore qu'il faut avoir des bons outils de gestion ou une comptabilité qui est bien tenue. Mais surtout, il va falloir essayer de trouver le nombre d'heures facturables. Donc c'est ce que je disais, les heures de production, c'est assez simple. Si vous avez 3 salariés qui font que de la production et qui font tourner un outil industriel, vous savez que ces heures-là, ce sont des heures facturables. Mais ensuite, vous avez ce qu'on appelle les heures improductives. Donc celles-là, il faut déjà les retraiter, parce que si dans la journée, au final, il y a une heure qui ne participe pas à contribuer à l'élaboration de votre bien, il faut le retraiter. Et il y a ensuite les salariés qui sont partiellement affectés à la production. Et donc là, je pense notamment aux petites structures. Là-dedans, on va retrouver le dirigeant. Le dirigeant, comment il va pouvoir en fait affecter ses heures en partie en production et en autres heures. Et grâce à ça, en fait, en faisant le ratio entre les deux, vous allez tomber sur un taux horaire. Plusieurs leviers pour l'améliorer. Le premier, évidemment, c'est la négociation.
Donc la négociation avec les fournisseurs, avec vos prestataires de services, ça va être un peu le nerf de la guerre, c'est essayer d'aller négocier des prix d'achat à la baisse. A contrario, il y a l'augmentation du prix de vente. Idem, donc là, du côté client, comment je vais pouvoir aller augmenter mon prix de vente sans que ça remette en cause, bien sûr, la relation avec les clients. Ou encore, rationaliser l'organisation de la production. Donc là, ce serait, en fait, réussir à baisser ses coûts. Et donc ça, comment on le fait? Idéalement, on essaie de le suivre avec des contrôles périodiques, idéalement mensuellement. Alors ça, c'est pareil, selon la taille des structures, il y en a qui peuvent le suivre tous les jours. Il y en a pour qui, au final, c'est fait qu'une fois à l'année. Mais ça dépendra en fait des outils que vous mettez en place, qu'ils soient comptables ou de gestion, afin d'avoir des tableaux de bord automatiques et pertinents. On en reparlera un peu plus tard dans la présentation sur ce que sont des indicateurs, par exemple, pertinents. Le taux de marge. Donc je reviens toujours sur cette notion, donc attention la marge. Marge brute, marge commerciale, marge industrielle. Attention aux définitions et aux usages de chacun. Mais en tout état de cause, elle a toujours le même objectif. Le taux de marge, c'est mesurer notre performance. C'est vraiment comparer achat-vente et essayer d'obtenir un taux le meilleur possible. Si possible, stable entre les années, de ne pas dégrader sa marge. Sinon, ça veut dire, par exemple, qu'on n'a pas réussi à négocier avec nos fournisseurs alors que les clients ont réussi à faire baisser les prix. Ça permet de se comparer vis-à-vis des entreprises de son secteur. C'est ce que je disais en général, le taux de marge. C'est quand même des données qui sont assez connues. Dans la grande distrie, il y aura tant de taux de marge, etc. Donc c'est un bon indicateur pour savoir déjà si vous, dans votre prévisionnel, vous avez un taux de marge, mais qu'il est complètement déconnant par rapport à d'autres sociétés du même secteur, c'est qu'il faut se poser des questions. Déterminer la dégradation ou l'amélioration de la politique commerciale en œuvre. Donc ça, c'est ce que je dis, c'est que quand vous allez suivre le taux de marge dans le temps, s'il se dégrade ou s'il s'améliore, il faut savoir pourquoi. Y compris quand il s'améliore, parce que ça veut dire qu'il y a sûrement d'autres leviers à accentuer. Orienter les choix de développement des produits vers ceux les plus rentables, donc ça c'est évident. C'est si jamais vous faites une analyse de marge par produit, et vous pourrez vous concentrer sur les produits qui sont les plus rentables. Et donc déterminer le seuil de rentabilité de l'entreprise. Parce que comme on disait, il peut y avoir une marge minimum à atteindre, au-delà de laquelle votre entreprise sera rentable. Petit exemple. Là, c'est juste un exemple de présentation en fait. C'est un exemple concret que j'ai anonymisé, mais ça peut être des choses en fait qu'on présente et qu'on permet de suivre. Là, par exemple, donc on part du chiffre d'affaires, la première ligne, production vendue de biens, parce que là on est sur de l'industrie, mais on pourrait être sur des services. On a l'achat de matières premières. On pourrait s'arrêter là, on aurait déjà une première marge. Achat de matières, on aurait notre marge brute. Nous, on a décidé d'inclure le transport et l'emballage, parce que c'est un sujet notamment chez ce client-là qui est beaucoup sujet à variation sans qu'on arrive trop à identifier pourquoi. Donc on essaie de les suivre dans le temps. Et bien sûr l'impact de la variation de stock. Donc là vous arrivez à une marge de production. Là le client il dit oui c'est bien, mais qu'est-ce que ça représente concrètement? Parce que lui son vrai outil de gestion, c'est de savoir combien de tonnes il fait. C'est combien de tonnes il produit et combien il en vend. Donc là il me dit oui c'est bien, je fais plus 11% de chiffre d'affaires, mais moi j'ai fait moins de tonnes. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Et donc là on va lui expliquer en fait que effectivement son chiffre d'affaires à la tonne s'est grandement amélioré, y compris sa marge eurotonne. Donc en fait, même si on a une marge de production, le taux est en baisse, mais au final en volume on est en hausse. Donc ça veut dire qu'il a fait beaucoup moins de volume parce que contexte, sauf que le contexte, et on le retrouve pas mal dans les industries en ce moment, avec le contexte de l'Ukraine, elles ont passé beaucoup de hausses de prix, parce qu'au début, elles pouvaient plus suivre. Mais une fois que les hausses des prix ont été passées, les prix en fait ont diminué, sauf qu'elles ont continué à vendre au même prix le temps que ça s'impacte chez les clients. Donc tout ça en fait, vous voyez concrètement, c'est que ça permet en fait d'expliquer un peu plus aussi ce qui s'est passé dans l'activité. Et donc ça peut être du tonnage, ça peut être des heures, ça peut être
C'est vraiment à adapter à chaque fois. Donc là, par exemple, c'est ce qu'on explique. Là, il y a l'effet volume, l'effet prix sur une variation de chiffre d'affaires. Alors effectivement, on perd 520 000 euros de chiffre d'affaires en effet volume parce que j'en ai produit moins. Mais grâce à mes prix qui sont en hausse, j'ai fait plus 1,5 million. Donc mon chiffre d'affaires, au final, il augmente d'1 million. Le taux de marge, comment l'améliorer? Donc là, c'est un peu une redite de ce qu'on a dit tout à l'heure, mais donc négocier les prix d'achat ou les prix de vente. Mieux gérer les stocks. Alors ça, c'est assez important parce que des stocks mal gérés peuvent générer beaucoup de trésorerie. Rationalisation du processus de fabrication, amélioration des coûts logistiques. Voilà, donc idéalement, il faut essayer de jouer sur tous les leviers, mais c'est pas forcément possible. Comment fixer ces prix? Donc là, bien sûr, ça cible. Donc là, on sort un peu. C'est pas que un prévisionnel comptable, c'est qu'il faut faire un vrai business plan. Où là, il y a une vraie notion d'analyse du marché, de la concurrence, des coûts. Est-ce que j'ai des contraintes qualité réglementaires? Parce que si je veux faire ça, mais que j'ai même pas regardé et qu'au final, il y a telle taxe qui s'applique sur mon produit ou autre. Donc, il faut vraiment avoir une vision globale, macro, et donc avoir cette approche. Donc, on analyse et la demande et la concurrence et on calcule ce qui revient. Donc, déjà, une fois que les trois étapes-là sont réalisées, on commence à avoir quelque chose de solide. Les critères de choix d'un consommateur. Ça, après, donc c'est comme je vous le disais, ça c'est des grandes lignes. Hein. Ça peut être autre chose. Hein. Les critères de choix d'un consommateur, des fois, c'est un peu irrationnel. Hein. Quand on voit le prix d'un iPhone, par exemple, on se demande si le prix rentre vraiment en ligne de compte sur ces produits-là. Mais en tout cas, c'est une analyse à mener. Donc, le prix, est-ce que ça va être vraiment le prix, ou est-ce qu'à côté, en même temps, si vous faites mieux que la concurrence sur un conseil, un service ou un métier qui n'existe pas encore. Après, ça va être tout ce qui entoure le bien ou la prestation, donc le service après-vente, la garantie que vous proposez. Est-ce que en plus vous proposez une prestation de pause? Est-ce que vous faites du service après-vente sur place? Est-ce qu'il y a un système de satisfait ou remboursé? Et la gamme et le choix des produits. Donc pareil, maintenant on va avoir de plus en plus de demandes en fait des clients pour oui, mais est-ce que votre site internet il a été fait avec un prestataire qui est respectueux de l'environnement? Est-ce que vos produits ils sont faits en France? Est-ce que vous faites venir ça en cargo de Chine? Enfin voilà, ça c'est aussi des sujets qui vont être de plus en plus présents. Le choix des produits et de la prestation. Le prix psychologique, donc ça c'est le prix acceptable du point de vue des clients. Donc c'est ce que le client va être prêt à payer, on va dire, sans trop se poser de questions. Donc il va varier en fonction de l'image que le client a du produit. Donc ça après c'est l'image, c'est ce qu'on disait aussi un peu tout à l'heure, hein, quand des fois sur le luxe ça peut être un peu irrationnel ou certaines marques très présentes. Ou alors la connaissance qu'il a déjà du produit. Donc là, ça va plus être dans la qualité intrinsèque du produit en lui-même. Donc il y a deux choses, c'est que si on est en dessous du prix psychologique, on va se dire, est-ce que c'est une bonne affaire ou est-ce que je vais acheter un produit qui n'est pas de qualité ou une prestation qui n'est pas de qualité? Et si on le met trop élevé, on risque de ne pas avoir de clients, tout simplement. Donc il faut vraiment essayer de fixer ce prix, au moins une fourchette, dans l'étude de marché préalable. Donc surtout par du benchmarking, donc vraiment par l'analyse du marché et de la concurrence. Il faut aller voir en fait ce qui se fait ailleurs. En général, on n'est pas les premiers à se lancer, donc il faut voir ce qui se fait. Surtout quand c'est une entreprise qui fonctionne bien, c'est que la recette fonctionne. Donc attention au prix bas. Donc c'est pas parce que vous vous lancez en fait qu'il faut essayer de venir casser le marché. Ça peut être une stratégie, mais il faut quand même se méfier. Il faut être en adéquation avec le prix de marché, parce qu'on disait si on est en dessous, on va en fait se retrouver avec quelque chose qui va être en distorsion avec notre produit ou même notre image de marque. Donc attention aux chasseurs de prix. Donc là c'est plus dans le sens où en plus vous n'allez pas forcément avoir des clients de qualité.
Ne pas brouiller son image de marque. Si d'un côté vous dites que vous faites du haut de gamme, mais que vous êtes sur une entrée de prix qui est premium, ça va être qui va être discount, pardon. Ça va créer la confusion en fait chez votre client et qui est votre cible. Ensuite, plus vous êtes bas, plus c'est tout ce qui va vous rester comme argument de négociation. Enfin, l'augmenter, et c'est jamais facile. Donc attention à pas partir bas. Il faut valoriser ce que vous faites et ce que vous êtes, ce que vous proposez, et donc savoir se positionner en termes de gamme selon ce que vous faites comme activité. Petit focus vente à perte. Voilà, en général c'est assez connu, ça a fait grand bruit il n'y a pas si longtemps que ça quand le gouvernement a voulu autoriser justement nos chers distributeurs à vendre du gasoil à perte et de faire une dérogation puisque c'est interdit de vendre à perte. Donc c'est important aussi de l'avoir en tête parce qu'il faut quand même éviter en se trompant sur son prix de revient, d'arriver sur un prix où en plus vous vendez à perte. Donc voilà, il y a quelques exceptions. Mais voilà, globalement en tout cas tout ce qui est obsolète, périssable ou parfois les soldes. Mais voilà, petit point d'attention. Contrôler et suivre son activité. Alors le tableau de bord. Donc l'utilité, pour moi elle est pas approuvée. C'est important pour le chef d'entreprise de suivre, de mesurer la performance de son entreprise. Donc il faut absolument en mettre un en place ou en tout cas être accompagné pour que ce soit mis en place. Avoir les informations à court terme, très court terme, c'est sûr, on ne peut pas se permettre d'analyser sa marge une fois par an quand on a son bilan avec son expert comptable. Il faut essayer vraiment d'être dans le cœur de l'action et surtout pour mettre en place des actions correctives s'il y a des besoins avant qu'il soit trop tard en fait. Donc détecter les points forts, les points faibles de l'activité, mettre en évidence les informations importantes. Alors ça va dépendre aussi de la qualité de votre tableau de bord et des indicateurs que vous aurez choisis. Parce que si vous faites un tableau de bord où il y a 50 agrégats et qui sort tous les jours, globalement c'est que ça va pas être pertinent. Vous n'allez pas pouvoir vous en servir puisque ça sera trop confus. Alors que si vous avez peut-être un tableau de bord quotidien où vous avez 3 items indispensables qu'il va falloir redescendre et peut-être un tableau de bord mensuel plus complet. Voilà, c'est vraiment des choses qu'il faut réfléchir et qui vont vous aider en fait à la prise de décision et prévenir des difficultés, comme je le disais, puisque plus vous suivez au jour le jour en fait, et plus vous allez pouvoir agir en conséquence. Le choix des indicateurs. Donc là, pareil, ça va beaucoup dépendre de votre activité. Puisque si vous êtes sur de la production, de la prestation de services, etc., vous n'allez pas être sur les mêmes indicateurs. Donc là, on en a mis quelques-uns qui sont un peu indispensables. Donc déjà, le suivi du chiffre d'affaires, le panier moyen, par exemple, si vous vendez des produits, nombre de prestations, produits vendus, le taux de marge, l'évolution de la masse salariale, notamment si vous avez une activité saisonnière. Il faut voir un peu comment tout ça se suit entre votre évolution de la masse salariale et votre chiffre d'affaires. Si vous êtes dans la restauration et que vous n'arrivez pas à faire baisser votre masse salariale sur des mois d'hiver, par exemple, alors que vous êtes au bord de la mer et que vous faites votre chiffre d'affaires l'été, il faut vraiment que vous en ayez conscience et adapter vos prises de décision comme cela. Une approche de résultat, donc quand on dit approche de résultat, c'est un atterrissage, c'est un résultat attendu. L'état de trésorerie, ça en général, on a quand même les yeux sur les relevés bancaires au quotidien. Mais là, l'état de trésorerie, c'est vraiment plutôt d'avoir une analyse de notre évolution de trésorerie et du BFR, donc besoin en fonds de roulement. C'est comment je gère mon encours client, donc comment je paye mes clients, comment me payent mes fournisseurs. Parce que si vous payez vos fournisseurs à 30 jours, alors que vos clients vous payent à 45, vous allez avoir un problème de trésorerie. Ça arrive dans beaucoup d'activités. Si vous l'avez identifié, ça se gère très bien. Si vous ne l'avez pas identifié, ça va être problématique. Notamment si vous ne gérez pas en plus vos stocks en conséquence. Donc voilà un peu les exemples d'indicateurs que vous pouvez avoir, mais il y en
bien sûr une multitude. Voilà, c'est tout pour cette présentation. Je vous remercie de votre attention. Comme je vous disais, c'est vraiment des notions un peu générales qu'il faut avoir en tête pour pouvoir se lancer, construire son prix de vente, analyser sa marge. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci beaucoup.